L'épidémie silencieuse, pourquoi vous vous sentez seul, entouré de gens? Salut, explorateurs de l'esprit, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de différent. On va entamer une descente ensemble, un voyage à travers 5 niveaux de compréhension d'un sentiment que vous connaissez probablement très bien. Nous allons parler de cet étrange paradoxe, la solitude d'être toujours entouré. Cette sensation d'être à une fête, dans un bureau bondé, ou même avec 1 million d'abonnés sur les réseaux sociaux, et pourtant ressentir un vide profond, une déconnexion totale. Et croyez-moi, ce voyage en profondeur en vaut la peine, car ce n'est pas une simple tristesse. C'est l'une des expériences les plus courantes et les moins comprises de notre époque, un courant souterrain qui affecte des millions de vies en silence. Je vous promets une chose, à la fin de cette vidéo, non seulement vous comprendrez pourquoi vous ressentez cela, mais vous verrez vos relations, votre solitude et le monde numérique avec une clarté entièrement nouvelle. Commençons par le niveau 1, la surface du connu. La première chose qui nous vient à l'esprit est, bien sûr, le monde des réseaux sociaux. Un défilé incessant de vie parfaite, de vacances de rêve et de sourires radieux. L'explication la plus simple est que nous tombons dans le piège de la comparaison. Nous comparons constamment nos coulisses chaotiques et réelles avec la vitrine scintillante des meilleurs moments des autres. Et dans cette comparaison, nous sommes presque toujours perdants. Un autre aspect que nous reconnaissons tous est la vie en grande ville. Des millions de personnes autour de nous, une marée de visages dans le métro, dans les rues, et pourtant une sensation accablante d'anonymat. Cela façonne directement notre comportement quotidien. Nous mettons nos écouteurs, évitons le contact visuel, créons une petite bulle invisible pour naviguer dans la foule. Nous nous protégeons de la surcharge, mais nous nous isolons aussi. Pensez à la dernière grande réunion de famille ou à un mariage. Vous êtes là, physiquement présent, mais peut-être avez-vous passé plus de temps à regarder l'écran de votre téléphone qu'à vraiment interagir avec la personne à côté de vous. C'est un exemple universel de notre époque. Et voici un troisième fait fondamental que nous devons clarifier. Être seul et se sentir seul, ce n'est pas la même chose. Être seul, ce que l'on appelle la solitude choisie, peut être un choix merveilleux et réparateur. Se sentir seul est un sentiment involontaire d'isolement, une véritable angoisse. Ce sentiment a une origine évolutive très profonde. En tant qu'espèce, nous sommes des êtres tribaux. Notre survie, pendant des centaines de milliers d'années, ne dépendait pas de notre force individuelle, mais de la cohésion du groupe. Imaginez un instant nos ancêtres dans la savane. Être exclu de la tribu, être laissé pour compte n'était pas une simple gêne sociale. C'était littéralement une condamnation à mort. Cette peur primordiale de la déconnexion résonne encore dans notre cerveau. Ainsi, ce que nous voyons au quotidien, la comparaison sur les réseaux, l'anonymat urbain, la confusion entre solitude et isolement, n'est que la pointe de l'iceberg. C'est ce que tout le monde perçoit. Mais si c'est ce que nous voyons en surface, quels mécanismes secrets le meuvent en profondeur? Bienvenue au niveau 2, les mécanismes cachés. Et voici la première grande révélation. L'un des principaux moteurs de la solitude moderne est la disparition de ce que les sociologues appellent les troisièmes lieux. C'est crucial, il ne s'agit pas seulement de vos amis proches. Les troisièmes lieux ne sont pas votre maison, le premier lieu, ni votre travail, le second. Ce sont les cafés, les parcs, les bibliothèques, les clubs, tous ces espaces communautaires où l'interaction sociale non planifiée et authentique avait l'habitude de se produire. Savoir cela vous donne un outil puissant. Vous pouvez utiliser cette connaissance pour chercher des opportunités. Cela signifie que vous pouvez, de manière active, rechercher ou même créer vos propres troisièmes lieux afin de favoriser des connexions qui, autrement, n'existeraient pas. Un exemple concret serait quelqu'un qui, se sentant isolé, décide d'organiser une soirée jeu de société chaque semaine dans un café local. Il n'attend pas que la communauté vienne à lui. Il la construit, créant ainsi cet espace vital qui s'était perdu. Et d'un autre côté, comprendre cela vous permet de détecter un risque. Le danger de vivre une vie hyper optimisée mais socialement stérile, où vous ne naviguez qu'entre la solitude de votre maison et la fonctionnalité de votre bureau, sans laisser de place au hasard d'une rencontre humaine. Pensez à la personne qui travaille à domicile. Ses seules interactions se font via des appels vidéo planifiés. Elle a gagné en efficacité, mais a complètement perdu les conversations spontanées dans le couloir ou près de la machine à café, qui sont le ciment des relations. Il y a un processus qui opère ici, régi par une règle invisible de notre psychologie. On l'appelle la théorie de l'élargir et construire des émotions positives, proposée par la chercheuse Barbara Fredrickson. La règle fonctionne ainsi. Les émotions négatives, comme la peur, rétrécissent notre champ d'action pour la survie. Mais les émotions positives, comme la joie ou le sentiment de connexion, font le contraire. Elles élargissent notre esprit, nous rendent plus créatifs et ouverts et nous aident à construire des ressources sociales pour l'avenir. La solitude crée un cercle vicieux qui nous coupe du monde. Un exemple simple,
Si vous vous sentez seul, il est plus probable que vous interprétiez un commentaire neutre d'un collègue comme une critique, ce qui vous pousse à vous renfermer davantage. Si vous vous sentez connecté et en sécurité, vous le prendriez probablement à la blague et renforceriez le lien. À l'intérieur de la solitude, il y a une structure interne que nous ignorons souvent. Il existe la solitude émotionnelle, qui est l'absence d'une connexion intime et profonde, comme celle d'un partenaire ou d'un meilleur ami. Et il existe la solitude sociale, qui est le manque d'un sentiment d'appartenance à un groupe ou à une communauté. Cette sensation est amplifiée par un biais cognitif, une erreur de pensée connue sous le nom d'effet projecteur. Ce biais est comme une erreur de fabrication dans notre cerveau social. Il nous fait croire que les gens nous prêtent beaucoup plus d'attention qu'ils ne le font en réalité. Nous pensons qu'il y a un projecteur géant sur nos erreurs, notre maladresse ou notre apparence, et ce projecteur imaginaire nous paralyse. Pour le contrer, il existe une stratégie puissante. Pratiquer la vulnérabilité partagée. Il ne s'agit pas de raconter vos secrets les plus sombres, mais de commencer par partager quelque chose de petit et d'authentique avec quelqu'un de confiance. Cette petite ouverture invite souvent l'autre personne à s'ouvrir également, brisant la glace de l'isolement. Alors, la prochaine fois que vous ressentirez ce projecteur imaginaire sur vous, rappelez-vous ceci de manière proactive. Tout le monde est le protagoniste de son propre film. Ils sont bien plus préoccupés par eux-mêmes que par vous. Utilisez cette idée pour libérer votre attention et la diriger vers l'extérieur, vers les autres. Pensons à une coutume ancestrale, raconter des histoires autour d'un feu de camp. Ce n'était pas seulement du divertissement. C'était le mécanisme principal pour créer des liens, transmettre des valeurs et tisser l'identité de la tribu. C'était une expérience partagée de création de sens. La morale pour aujourd'hui est douloureusement claire. Nous avons échangé le feu de camp communal contre l'éclat individuel de nos écrans. Nous consommons du contenu seul, au lieu de créer du sens ensemble. La leçon est que nous avons désespérément besoin de trouver de nouveaux feux de camp modernes. De tout cela, nous pouvons tirer une déduction clé pour la vie réelle, un principe d'action fondamentale. La règle générale est la suivante. La connexion humaine n'est pas un luxe, c'est une nécessité biologique aussi fondamentale que la nourriture ou l'eau. Et sa qualité est infiniment plus importante que sa quantité. En pratique, cela signifie que vous devez protéger et prioriser activement le temps dédié à la connexion profonde. Rangez votre téléphone. Regardez dans les yeux, posez des questions et écoutez vraiment. Être présent est le plus grand cadeau que vous puissiez offrir. Comprendre ces mécanismes nous donne du pouvoir. Cela nous permet de cesser de nous blâmer, de nous sentir seuls et de commencer à repenser consciemment nos habitudes et notre environnement pour satisfaire ce besoin fondamental. Mais si vous pensiez que nous avions déjà tout compris, préparez-vous, car ici l'histoire vire au véritable chaos. Nous sommes au niveau 3, le chaos de la réalité. Et la première grande controverse est la suivante. La technologie moderne est-elle la cause de cette épidémie de solitude ou n'est-elle qu'un symptôme de problèmes sociaux beaucoup plus profonds? D'un côté, vous avez ceux qui soutiennent que les réseaux sociaux et les smartphones sont littéralement en train de reconfigurer notre cerveau pour préférer l'interaction superficielle et la gratification instantanée. De l'autre, vous avez ceux qui disent que la technologie n'est qu'un outil et que les véritables causes sont la pression économique, l'individualisme extrême et la perte des structures communautaires traditionnelles. Ce qui est en jeu dans ce débat, c'est la solution. Si le problème est la technologie, nous devons changer notre relation avec nos appareils. Mais si le problème est la structure de notre société, alors nous avons besoin de changements beaucoup plus importants et systémiques. Maintenant, nous allons remettre en question une croyance populaire très enracinée, l'idée que les personnes introverties ne se sentent pas seules ou qu'elles apprécient même l'isolement. C'est un mythe tenace que nous devons déconstruire. La solitude choisie, le temps passé seul pour recharger ses batteries, est quelque chose que les introvertis apprécient beaucoup. Mais la solitude non désirée est aussi douloureuse pour un introverti que pour un extraverti. Le désir d'une connexion profonde et significative est universel. Et la raison pour laquelle nous aimons croire à ce mythe, c'est qu'il nous donne une excuse pour ne pas agir. Si nous étiquetons quelqu'un comme un loup solitaire qui aime ça, nous nous déchargeons de la responsabilité de nous approcher et de voir s'il a besoin d'aide. Cela nous mène à une paradoxe centrale de notre époque. Plus nous sommes connectés numériquement, plus nous pouvons filtrer et contrôler nos interactions. Nous évitons l'inconfort, le désaccord et l'ennui des conversations en face à face. Nous recherchons le confort et ce faisant, nous tuons l'authenticité. Cela pose un dilemme quasi philosophique sans réponse facile. Devons-nous aspirer à une vie sociale parfaitement orchestrée et sans friction, ou devons-nous accepter et embrasser le désordre, l'imprévisibilité et la vulnérabilité des relations humaines réelles? Adopter par un instant un point de vue critique envers quelque chose que notre société applaudit, la culture de la productivité extrême, parfois appelée hustle culture. Et voici une objection éthique. Nous glorifions les personnes qui sacrifient leurs relations.
leur temps en famille et leur bien-être pour le succès professionnel. Nous appelons cela dédicace et passion. Mais n'est-ce pas une forme socialement acceptée d'auto-agression qui détruit le tissu même de la communauté? Une autre controverse brûlante concerne le traitement de la solitude. Devrions-nous la considérer comme une condition médicale, une maladie qui pourrait être guérie avec une pilule à l'avenir? Ou est-ce un signal social crucial qui nous dit que quelque chose est profondément brisé dans notre façon de vivre? Ce débat a radicalement changé avec le temps. Il y a un siècle, la solitude était un sujet pour les poètes et les philosophes. Aujourd'hui, des études d'université comme Brigham Young nous disent qu'elle est aussi nocive pour la santé que fumer 15 cigarettes par jour. La conversation est passée de l'âme au corps, de la poésie à la santé publique. Tout cela se connecte à la condition humaine la plus profonde. Nous sommes des animaux en quête de sens. Et souvent, la solitude n'est pas seulement l'absence de personne, mais l'absence d'un but partagé. Cela nous laisse avec un problème fondamental et non résolu en tant qu'espèce. Comment construisons-nous des communautés authentiques et fortes dans un monde de plus en plus global, individualiste et où les gens déménagent constamment? Personne n'a encore la réponse complète. Comme vous pouvez le voir, la réalité de la solitude n'est pas un simple problème avec une simple solution. C'est un nœud incroyablement complexe de technologie, de psychologie, d'économie et de philosophie. Vous avez survécu au chaos. Il est maintenant temps de voir les détails qui séparent les curieux des véritables connaisseurs. Niveau 4, connaissance experte. Ici, je vous présente un concept que vous ne trouverez pas en une recherche rapide. La théorie évolutive de la solitude du neuroscientifique John Cacioppo. Le détail technique est le suivant. Cacioppo a proposé que la solitude n'est pas un sentiment inutile, mais qu'elle fonctionne comme un signal biologique d'aversion, au même titre que la douleur physique, la faim ou la soif. C'est un système d'alarme qui a évolué pour nous obliger à rechercher la connexion sociale et ainsi assurer notre survie. La meilleure analogie pour le comprendre est la suivante. La solitude est le voyant vérifié moteur de votre vie sociale. Le sentiment en soi n'est pas le problème. C'est le signal d'avertissement que vos besoins sociaux ne sont pas satisfaits et que vous devez vous arrêter pour voir ce qui ne va pas. Parlons d'une figure clé mais souvent oubliée dans ce domaine, le sociologue Robert S. Weiss. Sa contribution dans les années 70 fut héroïque. Bien avant que la solitude ne soit un sujet à la mode, c'est lui qui nous a donné le langage pour la comprendre, en établissant la distinction cruciale entre la solitude émotionnelle et la solitude sociale que nous avons évoquée plus tôt. Il fut le cartographe qui dessina les premières cartes de ce territoire intérieur. Maintenant, une théorie un peu plus audacieuse. L'idée que certains types de solitude, surtout pendant l'adolescence, ne sont pas une erreur du système, mais une caractéristique nécessaire. Un mécanisme évolutif qui nous pousse à nous séparer de notre famille pour forger notre propre identité et créer de nouvelles alliances. C'est une perspective complètement différente et peu conventionnelle. Peut-être que l'objectif ne devrait pas être d'éliminer la solitude à tout prix. Peut-être devrions-nous apprendre à l'écouter, à la traiter non pas comme un ennemi à vaincre, mais comme une boussole qui nous indique ce qui nous manque réellement dans nos vies. Voici une découverte de recherche qui va à l'encontre du bon sens. Plusieurs études ont démontré que ce qu'ils appellent les substituts sociaux, c'est-à-dire former des liens émotionnels unilatéraux avec des personnages de livres, de séries ou de films, peut réduire temporairement les sentiments de solitude. Cela va à l'encontre de notre intuition car nous avons tendance à le voir comme quelque chose d'un peu triste ou enfantin. Mais la réalité est que notre cerveau ne distingue pas toujours bien entre une relation réelle et une fictive. Le sentiment d'appartenance peut, jusqu'à un certain point, être simulé. Et ce détail de niche connecte plusieurs idées. Vous vous souvenez que nous avons parlé des histoires autour du feu de camp? Ces personnages des mythes et légendes furent, peut-être, les premiers substituts sociaux, créant un monde émotionnel partagé. Notre consommation de médias aujourd'hui n'est qu'une version moderne et individualisée de cette même impulsion ancestrale. Et voici le moment Eureka! Notre cerveau est tellement désespéré de se connecter qu'il est prêt à accepter un personnage de fiction comme un ami temporaire. Cela ne démontre pas que nous sommes pathétiques. Cela démontre à quel point notre besoin de connexion est incroyablement fondamental et non négociable. Atteindre ce niveau de détail nous donne une vision beaucoup plus authentique du problème. Cela nous montre que la solitude n'est pas simplement être triste, mais une danse très complexe entre notre biologie ancienne et notre monde moderne. À partir d'ici, nous entrons en terrain inconnu. Osez-vous regarder vers la dernière frontière? Niveau 5, la frontière finale. Spéculation et émerveillement. La première idée futuriste, le développement de compagnons d'intelligence artificielle, des entités numériques ou des robots sociaux conçus spécifiquement pour soulager la solitude humaine. Imaginez dans 100 ans, ces intelligences artificielles pourraient-elles devenir si sophistiquées qu'elles satisferaient notre besoin de connexion mieux que les humains,
qui sommes imparfaits et imprévisibles? Et si cela se produit, quelle valeur auront les relations humaines? C'est ici que la science atteint ses limites. Nous pouvons mesurer les substances chimiques dans le cerveau d'une personne seule. Nous pouvons enregistrer ses cycles de sommeil. Mais la science peut-elle jamais capturer l'expérience purement subjective, la qualité intrinsèque de ce que l'on ressent en étant profondément seul? Et c'est alors que la philosophie prend le relais en se demandant qu'est-ce qui définit une connexion comme réelle? Si une intelligence artificielle peut simuler à la perfection l'empathie, la mémoire partagée et le soutien inconditionnel, la connexion qu'elle offre est-elle moins valide qu'une humaine? L'implication philosophique de cela est vertigineuse. Si la connexion peut être simulée, cela remet en question notre propre définition de ce que signifie être humain et avoir une vie pleine de sens. L'authenticité importe-t-elle si le sentiment qui en résulte est le même? Ce thème, qui semble si personnel, est intimement lié à l'avenir de l'humanité. Tous nos grands défis mondiaux, du changement climatique à la polarisation politique, exigent un niveau de coopération sans précédent dans l'histoire. Et maîtriser cela pourrait être la clé. Une espèce qui se sent fragmentée, méfiante et seule est incapable de collaborer. Peut-être que soigner notre épidémie de solitude n'est pas un objectif secondaire, mais la condition sine qua non pour pouvoir résoudre tout le reste. Et voici l'idée finale, l'affirmation la plus provocatrice de ce voyage. Peut-être que la solitude n'est pas un problème à résoudre, mais une caractéristique fondamentale de la conscience elle-même. Peut-être que le prix que nous payons pour être des individus autoconscients est l'existence d'un abîme infranchissable entre notre esprit et celui des autres. Nous sommes en essence des univers solitaires. Notre descente est terminée. Nous avons atteint le fond. Maintenant, prenez une seconde. Contemplez le panorama complet que nous avons parcouru. Rappelez-vous l'idée avec laquelle nous avons commencé, cette image si familière d'être à une fête, entouré de gens et de musique, mais vous sentant complètement invisible. Maintenant, préparez-vous pour le contraste final. Comparez cette sensation simple et douloureuse avec l'idée que ce même sentiment pourrait être un signal d'alarme biologique hérité de nos ancêtres de la savane, qui est en train d'être déformé par notre monde moderne et qui, en dernière instance, pourrait être une condition inéluctable de l'existence consciente. Nous avons voyagé d'un sentiment commun jusqu'aux frontières de la biologie, de la sociologie et de la philosophie. Votre compréhension de la solitude s'est transformée pour toujours. Maintenant, je vous pose la question personnellement, quelle idée de tout ce voyage vous a le plus marqué? Était-ce le concept des troisièmes lieux, l'analogie du voyant moteur ou la spéculation sur l'avenir? Je tiens à vous remercier sincèrement pour votre temps, votre attention et votre courage d'avoir exploré un sujet si profond. S'il vous plaît, partagez vos réflexions dans les commentaires. La connaissance réelle se construit en communauté, et c'est notre petit troisième lieu numérique. Si ce voyage vous a apporté de la valeur, je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations approfondies et à partager cette vidéo avec quelqu'un à qui elle pourrait parler. Continuez de penser, continuez de questionner, et on se retrouve pour la prochaine exploration profonde. Après tout, sommes-nous seuls ensemble là-dedans ?